Bonjour à toutes et à tous dans cette troisième séance. Toujours dans le cadre de notre matière marketing de base pour le semestre 3. Nous avons vu la semaine dernière la production et ainsi que le chapitre numéro 1. Dans ces deux axes, c'est-à-dire à savoir l'introduction du chapitre numéro 1, nous avions essayé de voir l'ensemble des éléments de base, d'accord, ainsi que l'historique de, de lancement, ou bien de l'émergence du concept marketing. En ce qui concerne cette séance, nous allons la consacrer au marché et ses composants. Donc, chapitre numéro 2, le marché et ses composants. Le plan de ce chapitre va se dérouler comme suit. La définition du marché, tout d'abord pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Les typologies du marché comme deuxième point. Nous allons voir les caractéristiques du marché, l'environnement, ou bien les environnements dans lesquels évoluent les marchés, et l'analyse de la concurrence. Alors, pour définir le marché dispose de deux définitions. La première, c'est une définition qui est dite économique, que vous connaissez, que vous avez eu l'occasion de la voir, ou bien de voir dans l'introduction à l'économie, ou bien dans le cours de microéconomie. Les économistes définissent le marché comme étant un lieu de confrontation entre l'offre et la demande. Par contre, cette définition c'est-à-dire, ne met pas l'accent sur certains éléments et qui sont importants pour le côté commercial ou bien mercatique. D'où la définition mercatique ou bien commerciale du marché. Alors cette définition définit le marché comme étant un ensemble de vendeurs et d'acheteurs concernés par l'échange d'un bien ou d'un service. Alors toute personne, groupe de personnes qui sont concernées par l'échange d'un bien ou d'un service sont considérés comme étant des éléments constituant donc un marché. Donc l'ensemble des vendeurs et d'acheteurs, un ensemble de vendeurs et un ensemble d'acheteurs. Cette définition n'a pas mis l'accent sur le lieu, elle n'a pas dit c'est un lieu. Pourquoi? Parce que les spécialistes en marketing savent très très bien que le marché ne peut pas être lié à un espace. Donc là où il y a des vendeurs et d'acheteurs, on peut le considérer comme étant un marché. Et ce qui intéresse le plus les marketeurs dans la définition du marché, ce n'est pas les offreurs ou bien les vendeurs, ce sont les acheteurs. On s'intéresse le plus dans l'analyse du marché sur les acheteurs. Donc les acheteurs sont toutes personnes qui consomment ou qui sont susceptibles de consommer notre produit. Alors les gens qui consomment maintenant ou bien qui peuvent consommer dans le futur. Très bien. Alors en ce qui concerne les différentes typologies des marchés, pour montrer les différentes typologies, on va se baser sur trois critères. Le premier critère, c'est la nature du produit vendu. Le deuxième critère, c'est la dimension géographique. Et le troisième critère, c'est le niveau d'analyse. Alors si nous prenons le premier critère, la nature du produit vendu, comme vous savez qu'un produit peut être un bien ou un service. Donc le terme produit concerne les biens et concerne les services. Un bien, c'est un produit qui est tangible, matériel, que je peux toucher. Par contre, un service, c'est un produit qui est immatériel, quelque chose, une prestation que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas stocker. Donc on dit le marché des biens et le marché des services. Le marché des biens, tout produit qui est tangible, quelque chose que je peux toucher physiquement, d'accord, par exemple un smartphone, quelque chose que je peux toucher, et le marché, comme par exemple les voitures, les ordinateurs, l'électroménager et ainsi de suite. Par contre, vous avez un autre marché qui est dit le marché des services, qui se compose de produits vendus et ces produits-là sont immatériels et n'ont pas le critère de tangibilité, à savoir le service bancaire, l'exemple dit le marché bancaire, le marché des touristiques, par exemple les agences de voyage, les transports, les hôtels, ce sont des marchés là où il y a c'est-à-dire des consommateurs, des acheteurs de services, et bien sûr les prestations de services sont bien sûr immatérielles, d'où cette caractéristique de tangibilité liée à la nature des produits vendus qui nous permet de qualifier les marchés par des marchés de biens et les marchés de services. Vous avez l'exemple ici d'un smartphone qui est un bien, donc matériel, donc les marchés des smartphones, des mobiles, la téléphonie mobile au Maroc, et vous avez le marché
des services. Et j'ai donné l'exemple de Glovo, cette entreprise qui a vu son essor ici à Agadir, je parle d'Agadir vers le confinement, et qui offre un service de livraison à domicile. Donc le service de Glovo ne peut pas être considéré comme étant un bien, mais comme étant un service. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'un produit peut être un bien ou un service. Les banquiers par exemple disent les produits bancaires. Les produits bancaires, par exemple une assurance, un compte bancaire. Et si vous analysez la chose, vous trouvez que ce sont des services. Alors le produit peut être un bien ou un service. Il peut être un bien ou un service. Alors, le type de produit vendu. Deuxième des choses, la dimension géographique. Alors, pour la dimension géographique, on part du marché local, marché national, régional, national et international. Pour le marché local, par exemple, les produits qui sont produits localement, comme les produits terroirs, l'huile d'argan, les dattes, c'est-à-dire tous les produits qui sont d'origine locale, par exemple dans la région de Massa, j'ai mis des produits terroirs qui sont connus, ils sont vendus dans le marché local. Le marché local. C'est vrai, il y a des produits qui ont été exportés vers l'étranger, mais ce sont des produits qui sont connus le plus au niveau local. Donc vous trouvez leur vente dans c'est-à-dire l'espace géographique là où ils sont produits. Si vous prenez par exemple le marché des fruits et légumes, c'est un marché qui est régional, parce que le marché régional, dans la région, le marché des fruits et des légumes ici, de gros d'Inzgan, il livre, c'est-à-dire les produits, les fruits et légumes pour toute la région de ce Smassa, parfois même pour plusieurs régions donc, du Maroc. Donc c'est un marché qui est régional, un grand marché, d'accord, là où toute la région s'approvisionne. Vous avez le marché national, comme l'ONCF, par exemple. L'ONCF, pour cet transporteur ferroviaire qui offre un service, pour lui, donc, il s'intéresse au marché national. Il ne s'intéresse pas au marché local, au marché régional. Parce que l'ONCF est relié entre les villes. Donc entre les villes, automatiquement, c'est un marché national. Les grandes entreprises et les multinationales qui ont c'est-à-dire des succursales partout dans le monde et qui offrent leurs services partout, on dit qu'ils opèrent dans le marché international. Là où il y a c'est-à-dire des consommateurs de tout genre et de tout type. Si vous prenez le cas de McDonald's, et si j'ai pris cette multinationale de fast-food, son marché, c'est un marché international. Il ne se concentre pas que sur le marché américain. Sur le marché européen, américain, africain, asiatique, ainsi de suite. Cette entreprise est présente partout, comme le cas de Coca-Cola, qui est commercialisé partout dans le monde. Donc le marché de cette entreprise, c'est un marché dit international, et non pas local ou régional ou national. Le troisième critère pour les typologies de marché, c'est le niveau d'analyse. Alors là, est-ce que vous analysez en termes de marché réel ou en marché potentiel? Le marché réel, c'est le marché qui est composé des personnes qui achètent des produits. C'est-à-dire le marché réel, là où il y a des consommateurs qui achètent réellement vos produits. Et le marché potentiel, c'est le marché que vous ciblez. C'est-à-dire le marché dans lequel il y a des gens qui ne consomment pas encore et qui n'achètent pas encore votre produit. Donc le marché réel actuel, c'est les ventes effectives, les ventes réelles, et qui est mesuré par le volume et la valeur des ventes effectives des produits, des ventes que vous effectuez réellement pendant une période d'année. Par contre, période de temps, pardon. Par contre, pour le marché potentiel, c'est les ventes maximales que vous pouvez atteindre une fois vous arrivez à écouler votre produit sur le marché que vous ciblez. Par exemple, une entreprise qui produit l'huile d'argan ici dans la région de Sousse, elle peut l'exporter en France, et comme elle peut l'exporter par exemple dans tous les pays de l'Union européenne, s'il y a des consommateurs intéressés. Ici, cette entreprise n'a jamais exporté son produit vers les États-Unis d'Amérique. Pour elle, c'est un marché qui est dit potentiel. On peut exporter et vendre aux États-Unis. Donc le marché américain, si on n'a pas encore eu l'occasion de faire parvenir notre produit vers ce marché-là, on dit que c'est un marché qui est dit potentiel. En ce qui concerne les caractéristiques maintenant du marché, donc l'entreprise est amenée à définir avec précision
la structure du marché avant de déterminer sa part de marché. Alors la taille du marché, la structure de marché et la part de marché. La taille du marché, lorsqu'on parle de la taille, on parle donc du nombre de consommateurs qui sont présents sur ce marché-là. Les marchés ont des tailles qui sont très diverses. Vous avez de gros marchés, de moyens marchés et de petits marchés ou bien des marchés de niche, c'est-à-dire une niche de consommateurs avec c'est-à-dire des- un nombre très 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 limité. Donc les grands marchés, c'est ce qu'on appelle les marchés de masse de produits, là où il y a une grande quantité de produits consommés et de très grands consommateurs, les consommateurs qui achètent et qui consomment quotidiennement ces produits-là, comme les produits de grande consommation, par exemple le lait, le café et les produits agroalimentaires. Ce sont des produits, ou bien, pardon, des marchés de masse. Vous avez les marchés des biens et d'équipements. Aussi, ce sont des grands marchés. L'automobile et l'électroménager, on achète tous les jours. Non pas tous les jours, mais il est acheté par un nombre très 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 élevé de consommateurs. Donc ce sont des marchés de masse aussi, de grands marchés. Des marchés de matières premières, le pétrole. Tout le monde achète du pétrole dans tous les pays. On le consomme dans tous les pays de la planète Terre. Il n'y a aucun pays qui ne fonctionne pas avec du pétrole, c'est-à-dire son économie ne fonctionne pas avec du pétrole. Il n'y a pas de pays qui n'utilisent pas le pétrole. Tous les pays utilisent le pétrole. Donc, c'est un produit qui est très très consommé et c'est la première matière, le pétrole, c'est la première matière vendue à l'échelle internationale. Suivi du café, qui prend la deuxième position à l'échelle internationale parmi les produits, les matières les plus consommées au monde. Donc, on consomme le pétrole en grande quantité, la première matière que nous consommons, et la deuxième matière que nous consommons en grande quantité, c'est le café. Pas, bien sûr, selon les statistiques de l'Organisation mondiale du commerce. Mais en ce qui concerne les niches, ce sont des marchés de petite taille protégés par des barrières à l'entrée. C'est des marchés là où on se concentre sur une niche de consommateurs, comme les voitures de luxe, comme par exemple le marché des diamants. Qui achète les diamants? Qui achète les voitures de luxe? C'est les gens qui sont aisés, les gens qui ont les moyens. Donc ils ne s'adressent pas à tout le monde. Des produits qui s'adressent uniquement aux gens qui achètent, c'est-à-dire qui ont les moyens financiers de s'acheter. Le marché des œuvres d'art, d'accord, les œuvres d'art, par exemple les tableaux qui coûtent des millions de dollars, qui les achète? Ils sont achetés par des riches, d'accord, des gens qui ont vraiment ces moyens. C'est ce qu'on appelle les marchés de niche, les marchés avec une taille de consommateur très 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 limitée, de tout petits marchés. En ce qui concerne les indicateurs qui permettent de mesurer la taille des marchés, vous avez tout d'abord le nombre d'acheteurs, combien de personnes achètent votre produit, des quantités achetées par acheteur, combien vous achetez pendant, c'est-à-dire l'utilisation de ce produit-là, combien vous achetez d'unités et les quantités moyennes par acheteur, qu'on peut obtenir par le fait de diviser les quantités achetées par le nombre d'acheteurs, et les ventes totales aussi dans un marché. Combien y a-t-il de ventes? Est-ce que c'est un marché dans lequel vous pouvez vendre votre produit ou un marché là où vous ne pouvez pas vendre votre produit? Donc ce sont des indicateurs qui permettent de vous donner les caractéristiques du marché. Alors chaque marché, il a des caractéristiques spécifiques. Et l'entreprise, dans le côté marketing, il cherche à vendre. Alors pour vendre, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir c'est-à-dire on cherche à avoir une catégorie de consommateurs qui peut acheter le produit, qui peut nous permettre de réaliser des bénéfices et garantir une croissance pour notre activité. Si je prends l'exemple du marché chinois, le marché chinois, c'est un marché très promoteur. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui contient 1,5 milliard de consommateurs. Donc le nombre d'acheteurs, il est très élevé, 1,5 milliard de consommateurs. C'est les États-Unis, plus l'Union européenne, plus l'Afrique, plus quelques millions. Peut-être ça va vous donner ce 1 milliard et demi. Et tous les pays musulmans, on est 1 milliard dans tous les pays musulmans. D'accord? Soit les pays arabes et l'Indonésie, la Malaisie, nous sommes 1 milliard. Vous voyez, donc on n'a même pas la taille de la Chine en termes de nombre de consommateurs. Donc le marché chinois, si vous arrivez à vendre des produits à demi-milliard, c'est-à-dire ça dépend du type de produit que vous voulez vendre,
ça permettra de réaliser énormément donc, de bénéfices, énormément de croissance. C'est pour ça que c'est un marché qui est très attractif, très attractif. Les ventes totales, donc, qu'on peut avoir en divisant le nombre d'acheteurs, on va le multiplier par la quantité moyenne achetée, c'est-à-dire la quantité achetée par un consommateur divisé par le nombre d'acheteurs. Et voir est-ce que c'est un marché là où il y a trop de produits vendus ou pas. Quatrième indicateur, c'est le taux de pénétration. Ce taux de pénétration correspond au pourcentage d'acheteurs potentiels ayant acheté au moins une fois pendant la période de référence considérée. On prend parfois c'est-à-dire en considération la capacité d'entreprise à attirer les clients. Alors, ça veut dire quoi le taux de pénétration? Lorsque vous rentrez dans un marché, vous commencez à écouler votre marchandise, essayer de la vendre. Si vous voulez acheter, c'est-à-dire évaluer c'est-à-dire les caractéristiques de votre marché-là, ce marché que vous ciblez, il faut voir combien de consommateurs qui n'achetaient pas votre produit avant et qui ont commencé à l'acheter maintenant. Alors, il correspond au pourcentage d'acheteurs potentiels, les acheteurs qui n'achetaient pas, et qui ont par la suite acheté au moins une fois pendant la période de référence considérée. Là, vous prenez par exemple la période que vous voulez, 3 mois ou 4 mois ou une année, ça dépend. Donc la période de référence est de 3 mois pour les produits de consommation, de masse, un jour pour les journaux, un mois pour les magazines, ça dépend donc du type de produit. Supposons une entreprise chinoise veut exporter un smartphone au Maroc, euh, ou bien plutôt, je vais vous donner un autre exemple qui est un peu plus simple à expliquer. Les entreprises, par exemple, de télécommunications, Inouï, Maroc Télécom et Orange, opèrent dans le domaine de télécommunications et le marché du GSM au Maroc, il est composé de 90% du prépayé, c'est-à-dire les gens qui utilisent ce service-là ne sont pas des abonnés, ce sont des gens qui utilisent les cartes prépayées, c'est-à-dire des recharges. Et 10% uniquement sont des abonnés. Donc les 10%, c'est peu, c'est pas bénéfique pour les entreprises. Parce que ce qui est vraiment rentable, qui rentabilise la chose pour l'entreprise, c'est les abonnés. Alors, si on a 90% de personnes qui ont c'est-à-dire qui achètent des cartes prépayées, qui rechargent à chaque fois, on peut les inciter à adhérer vers des abonnements en leur accordant certaines offres. Par exemple, supposons l'une parmi ces entreprises avait lancé un nouveau produit qui est un abonnement euh, à 30 dirhams. C'est l'exemple. Le taux de pénétration, c'est le pourcentage des Marocains qui ont adhéré ou bien qui ont acheté cet abonnement-là et se sont abonnés alors qu'avant, ils n'étaient pas abonnés. Pendant la période de référence, à savoir que si l'entreprise va fixer cette période, à elle de choisir, d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Donc c'est votre capacité à transformer les gens qui n'achetaient pas votre produit pour les transformer à ce qu'ils deviennent vos clients, ce qu'on appelle le taux de pénétration donc, du marché. En ce qui concerne le cinquième point, c'est la taille du marché par consommateur. Donc désigne la valeur de l'ensemble des achats d'un type de produit qu'un consommateur réalise. Donc c'est la valeur de l'ensemble des achats d'un type de produit qu'un consommateur réalise en moyenne durant sa vie. Combien de stylos avez-vous acheté pendant toute votre phase étudiant ou bien lorsqu'il était élève lorsqu'il était élève jusqu'à ce qu'il est devenu diplômé, combien de stylos a-t-il utilisé, a-t-il acheté? D'accord? Alors, en moyenne, dans toute sa vie, c'est ce qu'on appelle la taille de marché par consommateur. C'est le time value. Donc, ces entreprises, il y a certaines entreprises qui s'intéressent à ces indicateurs-là pour connaître est-ce que le marché vraiment, est-ce qu'il est bénéfique pour l'entreprise ou pas. Deuxième point, c'est la structure de ce marché. Les marchés n'ont pas tous la même structure.
Il y a des marchés ouverts dans lesquels l'accès il est facile. Je peux intégrer le marché et commencer à vendre mon produit. Vous pouvez facilement créer votre page Facebook et commencer à vendre vos produits. Des articles, des produits fabriqués chez vous. C'est pas, il y a plein de pages Facebook actuellement qui offrent des services, nettoyage à domicile, euh, des recettes préparées et qui vous seront livrées sur commande, et ainsi de suite. C'est un marché qui est ouvert. Par contre, si vous voulez fabriquer une voiture, ça c'est autre chose. Donc c'est un marché qui est fermé. Il vous faut énormément d'investissement, énormément de main-d'œuvre, et des études techniques et pas mal donc de choses. Ce n'est pas évident. Si vous voulez fabriquer un avion, c'est pas aussi simple que ça. Si vous voulez fabriquer, c'est pas des produits technologiques, un smartphone, c'est pas aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle des marchés fermés. Ce sont des marchés qui sont structurés où les concurrents détiennent des positions importantes. Il est généralement difficile d'y rentrer. C'est pas facile parce que ça nécessite énormément donc de un cahier de charge, de respect de loi et des normes, des déclarations à faire et ainsi de suite. Vous avez aussi, à côté du marché ouvert et du marché fermé, le marché fragmenté et le marché concentré. Le marché fragmenté ou atomisé, c'est un marché qui contient plusieurs offreurs, des vendeurs, face à plusieurs acheteurs. Je vous donne un exemple d'une marque de thé, le marché du thé au Maroc. Si vous voulez acheter un paquet de thé, vous avez des dizaines et des dizaines, si j'ose pas dire des centaines d'offreurs sur le marché, plusieurs marques. Et chaque marque, elle se partage le marché avec des parts relativement modestes. C'est-à-dire chaque marque détient une part de marché qui est toute petite. L'exemple là que j'ai donné dans les diapositives, vous avez les cafés, les marques de café, les parfums, les cosmétiques, les produits cosmétiques, les crèmes et ainsi de suite, les produits de beauté. Il y a plusieurs marques et chaque marque détient une toute petite part de marché. Donc le consommateur se trouve devant une panoplie donc de produits, d'offres devant lui et bien sûr le choix pour lui ne sera pas facile. À côté du marché fragmenté, le contraire, vous avez les marchés concentrés. Le marché concentré, c'est un marché où il y a parfois un offreur ou deux, pas plus. C'est un nombre qui est très très, très limité d'offreurs face à plusieurs acheteurs. Donc c'est un marché qui est dominé par un faible nombre de marques, un faible nombre d'offreurs, 2, 3, etc. Voire par une seule marque parfois. Comme l'exemple des avions, vous avez Boeing ou Airbus, deux compagnies à l'échelle internationale. Les satellites, vous avez soit les Américains, soit les Européens, soit les Russes, peut-être les deux autres pays, peut-être le Japon, la Chine, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais il y a un nombre qui est très illimité donc d'entreprises qui opèrent dans ce domaine. Les médicaments, les médicaments, les laboratoires qui ont fabriqué les vaccins contre le virus Covid-19 sont au nombre de 5. Vous avez 4, je pense, ou 5 vaccins qui ont été fabriqués. Celui chinois, celui de Pfizer, avec une entreprise, un laboratoire pharmaceutique britannique, les Allemands, les Russes, et je pense à un cinquième, enfin peut-être bien, 4 ou 5. D'accord. Et uniquement, ce sont les autres, c'est-à-dire que c'est un marché qui est dit concentré, concentré. Vous voyez, peu d'entreprises opèrent dans ce domaine et qui maîtrisent son côté technique et la technologie nécessaire. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle la part de marché. Lorsque vous dites que vous avez une part de marché, dans cette part de marché, c'est la part des ventes, votre part de vente à l'intérieur du marché. Si vous prenez le marché comme une pizza et vous commencez à le découper en morceaux, chaque entreprise détient, chacun d'entre vous, si vous êtes en train de consommer la pizza entre amis, chacun va prendre un morceau. Alors ces morceaux, c'est votre part de la pizza. La même chose le marché. Le marché, on peut le prendre, le découper en plusieurs parts parce qu'il est constitué de plusieurs des produits, une somme de produits vendus. Donc combien constituent vos produits vendus par rapport aux produits vendus de l'ensemble de vos concurrents? C'est votre part de ce marché-là, tout simplement. Donc pour calculer cette part de marché, vous prenez les ventes que vous réalisez, soit de vos produits ou bien de votre marque, et vous le divisez par la somme
le total de toutes les ventes réalisées sur le marché, y compris les vôtres. Vous les multipliez par 100 pour vous donner un pourcentage, voire un pourcentage. Toutefois, cette part de marché, elle est scindée en deux parties. Vous avez deux types plutôt. Vous avez la part de marché en volume et la part de marché en valeur. Alors la part de marché en volume, il permet de calculer la part de marché en termes de quantité de produits vendus par l'entreprise par rapport à la somme des produits qui sont vendus sur le marché. Et la part de marché en valeur, c'est votre chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du marché. Donc vous prenez votre chiffre d'affaires et vous le divisez par l'ensemble, la somme des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises. Alors le vôtre plus celui des autres entreprises pour le même produit. Et vous aurez votre part de marché en valeur. Bien sûr, si vous voulez avoir ces parts de marché en volume et en valeur, il faut, en pourcentage, il faut multiplier ce rapport par 100. Dernier point, c'est le quatrième point, c'est ce qui concerne l'analyse de la concurrence. Au sein du marché, il y a des concurrents, il y a des acheteurs et des offreurs, des vendeurs. Et ces vendeurs-là sont des concurrents. Chaque entreprise se concurrence avec les autres offreurs, les autres entreprises qui offrent les produits sur le marché. Et cette concurrence, elle peut être soit des concurrences directes, soit une concurrence indirecte. Une concurrence directe, c'est lorsque vous offrez avec cette entreprise-là le même type de produit et vous destinez ou bien vous s'adressez à la même catégorie du produit, pardon, du client. Par contre, si vous avez des produits qui sont substituables, vous êtes dans ce qu'on appelle une concurrence indirecte. Alors, tout d'abord, avec la concurrence directe, vous avez des exemples ici de Coca-Cola et Pepsi. Coca-Cola et Pepsi sont des concurrents directs. Je prends ici comme le cas, par exemple, ici de Maroc, Maroc Télécom et Inouï et Orange. Ce sont des concurrents directs. Alors, toutes les entreprises qui offrent le même produit, ce sont des entreprises et qui s'adressent à la même clientèle, ce sont des concurrents directs. Par contre, si j'ai des produits qui peuvent être substitués, alors les entreprises qui offrent les produits substituables rentrent en concurrence indirecte avec les autres entreprises. Par exemple, si je suis une entreprise, par exemple Nescafé, Nescafé rentre en concurrence avec les autres marques de thé. Pourquoi? Parce que les produits sont substituables. Et cette concurrence, elle n'est pas directe. C'est une marque de concurrence qui est indirecte. Pourquoi? Parce que les entreprises fabriquent des produits substituables. Substituables, complètement substituables. Je peux substituer le thé par le café ou le café par le thé, comme je peux substituer peut-être un jus par de l'eau conditionnée, si vous voulez, ainsi de suite. Alors là où il y a de la substitution entre produits, alors ces entreprises-là, même si c'est-à-dire parfois ne sont pas dans le même domaine d'activité, rentrent en concurrence indirecte. Je vous donne un exemple de la concurrence indirecte. Par exemple, en France, le TGV français rentre en concurrence indirecte avec la Air France au niveau local. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TGV, il est rapide, il est moins cher que l'avion et il rentre en concurrence. Je vous donne cet exemple-là, on va le calquer sur le Maroc pour que vous puissiez comprendre. Supposez qu'un jour, Inch'Allah, dans le moyen terme, puisque le projet il est en cours de réalisation, en cours d'étude, on aura un TGV qui va relier Agadir vers Casablanca, à Casablanca. Alors, ce TGV-là va rentrer en concurrence avec une ligne de Royal Air Maroc reliant Agadir à Casablanca. Alors comment? L'avion parcourt la distance de 500 km entre Agadir et Casablanca en 1 heure. Le TGV va la parcourir en 2 heures et demie, à titre d'exemple. En termes de temps, l'avion l'emporte. Mais il ne faut pas oublier que pour partir, tout d'abord, le billet d'avion il est plus cher. Et pour partir prendre l'avion, il vous faut parcourir peut-être depuis chez vous vers l'aéroport 45 minutes minimum, être minimum à 1 heure ou moins avant le décollage, avoir 1 heure de trajet, et par la suite sortir de l'aéroport et prendre vos bagages et partir là où vous habitez, où vous voulez partir,
dans la ville de Casablanca, cela va vous prendre peut-être 1 heure et demie jusqu'à 2 heures. Donc vous allez tomber peut-être dans un laps de temps de 5 heures, entre une fois que vous êtes sorti de chez vous, jusqu'à ce que vous êtes arrivé vers là où vous voulez partir à Casablanca. Si vous prenez le TGV, c'est-à-dire la gare de TGV n'est pas toujours loin de la ville comme les cas des aéroports, le prix il n'est pas le même, il est beaucoup moins cher, et le TGV parcourir 2 heures et demie de trajet, vous n'êtes pas obligé de partir à la gare 1 heure d'avance. Une fois que vous allez arriver à Casablanca, vous allez arriver à Casa Voyageurs au centre-ville. Donc pour partir, prendre un petit taxi, partir là où vous voulez partir, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. La sortie de la gare ne prend pas beaucoup de temps. Ce qui va vous consommer peut-être, si par avion vous allez consommer un laps de temps de peut-être de 5 heures, dans le tout, pour le TGV, vous allez consommer que peut-être 4 heures ou 3 heures et demie. Donc vous gagnez 1 heure et demie et le prix n'est pas cher. Donc cette concurrence est dite indirecte. Indirecte. Donc je peux substituer l'avion par le TGV, comme je peux substituer le TGV par l'avion. Donc nous sommes arrivés à la fin donc, de ce chapitre. Donc c'était le dernier point. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine.